Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans NCI Reportage. De 12 000 individus, il ne reste plus que 2 000 chimpanzés en Côte d'Ivoire. Au cœur de la luxuriante forêt ivoirienne, dans l'ouest du pays, un camp propose une immersion unique pour observer ces grands singes en voie de disparition. Une expérience qui a un coût et aussi il vous faudra beaucoup de chance. Et puis, tout en musique, nous irons à la découverte du balafon, instrument essentiel de la culture ivoirienne. NCI Reportage, ça commence maintenant. Suivez votre magazine NCI Reportage avec le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Avec le groupe Portéo, bâtissons durablement l'Afrique de demain. Bonsoir à tous, bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Le grand retour, où tu étais donc passé? Et puis on vous prépare une petite surprise sur les antennes de NCI Reportage. On aura l'occasion d'en reparler bientôt, mais je suis content de vous retrouver. Et donc on démarre cette émission avec une expérience unique proposée en Côte d'Ivoire, une immersion au cœur du territoire des chimpanzés, ces grands singes qui se font de plus en plus rares dans le pays. Alors exactement, imaginez un campement en plein cœur de la forêt de Taï, dans la forêt luxuriante ivoirienne, offrant l'opportunité d'observer ces primates dans leur habitat naturel. Et c'est effectivement une occasion rare et très attractive, mais comme on dit, toute bonne chose a un prix. Et dans ce cas, les visiteurs doivent débourser plusieurs centaines de milliers de francs CFA et même au-delà parfois. Et oui, un séjour qui peut aller de 100 000 francs CFA à plus d'1 million de francs CFA en fonction du séjour que vous vous composez. Mais ce n'est pas tout, il faudra aussi compter sur le facteur chance parce que comme tu le rappelais Mélina, les chimpanzés sont en voie de disparition et vous allez voir dans ce reportage tous les efforts qui sont mis en œuvre pour protéger cette espèce menacée. C'est un reportage inédit qui vous est présenté par Roger Appé, Armel Zozo et Romuald Dago. 4h du matin, au campement chimpanzé de Djuroutou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Évariste et Roger, deux guides touristiques, entament leur service. Bonjour. Bonjour. C'est Capi. Bon, la journée d'hier était un peu difficile, mais j'espère qu'aujourd'hui, elle sera la bonne. On va retourner au Tata a laissé les chimpanzés et on espère bien les retrouver ce matin. Voilà. Donc on garde le même dispositif, les mêmes consignes d'usage. Bon, on y va. D'accord. Okay. Allez. Les deux guides, accompagnés du capitaine Amouna, chef secteur de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Djuroutou, nous conduisent dans le parc à la recherche des chimpanzés. Le capitaine, tu traversé ça là? Oui. Oh, Ah, d'accord. Évariste et Roger habituent les chimpanzés à la présence humaine pour des visites touristiques. Et tôt le matin, ils doivent les retrouver avant l'arrivée des touristes. Papa dit, Oui, nous sommes à quelle distance? on a 270 mètres. Quelle direction? À gauche ou à droite? À droite. À droite, au sud. D'accord, alors. Donc on passe devant alors. Mioni, à 3 km du campement, il faut marcher au moins 1 heure dans la forêt pour arriver sur les lieux. Nos efforts finissent par payer après 1 heure de marche. À 100 mètres du nid, l'équipe doit faire moins de bruit pour ne pas les réveiller. Pourquoi selon vous il faut forcément éteindre la lumière? Bon, pour la lumière, si nous arrivons sous les nids, il ne faut pas que les chimpanzés, à un moment donné, ils sortent des nids pour pisser, mais quand les torches sont allumées, ils peuvent avoir peur, descendre la nuit et puis prendre une autre direction, la fuite. Voilà pourquoi quand on arrive, on fait moins de bruit, on éteint les torches et puis on assis. On attend jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Une fois sous le nid, des signes visibles montrent bien que nous sommes au bon endroit. Les piqûres des chimpanzés, c'est que nous sommes sous le nid. La nuit, quand il veut pisser, il ne pisse pas dans le nid. Il sort
Il finit de pisser, il finit de faire ce qu'il veut faire, il retourne dans le nid. Quand tu dis il sort, il fait quoi? Il met son derrière? Non, il sort carrément du nid. C'est comme tu sors de ta chambre sur le lit, il va au WC ou bien dans les toilettes. Et c'est ce que ça ils font. Et après, il retourne encore pour se coucher. Ce que là, c'est pas l'eau, c'est les pipes, c'est pipi. Vous voyez, à côté est sec, ici c'est mouillé. Voilà. Et maintenant, vous allez vous asseoir là. Extinction de lumière, nous attendons dans le noir dans un silence total. Mais contre toute attente, le mâle dominant émet un signal à quelques mètres plus loin. Ce signal est un appel à le rejoindre. Hostiles à la lumière, nous devons naviguer à vue dans cette forêt immense sans faire le moindre bruit pour les retrouver. Une tâche presque impossible au regard des nombreux obstacles. Le mâle dominant a tapé et il a dit qu'ils vont partir. Qu'il fasse un peu jour. Là, on ne va pas allumer les torches. Là. Quand ils voient les torches, là, ils vont... Tiens, on a pris le climat du ficus. Les guides nous conduisent vers un arbre fruitier. À 200 mètres des lieux, des cris signalent leur présence. On a été arrosé. À pas feutrés, nous nous approchons de l'arbre. C'est un Ficus lutea, dont les fruits sont très appréciés par les chimpanzés. Voilà, c'est le fruit là. C'est sucré, hein. Voilà. Là, tous les oiseaux, tous les singes, les chimpanzés sont en train de grouper dessus. Voilà. Bon, il y a un qui a arraché le fruit à son ami. Voilà, c'est la raison du plus fort. Ça crie. Sur ces arbres, une vingtaine d'individus affamés qui arrachent les fruits mûrs des branches. Ils se nourrissent principalement de plantes, des fruits et des noix. Il peut manger combien de temps comme ça? Le temps, c'est pas chronométré. Quand la nourriture est dure, vous voyez, ils sont tous retrouvés. Il peut manger 1 heure du temps. Quand c'est trop très bon, il peut rester là-bas. Deux se reposent, il se réveille, il commence en même temps. Ça y est, ici à l'arbre, je mange, je suis fatigué, je me repose sur les branches. Après, j'attaque encore. Donc, dans les rapports qu'on fait, on dit manger, reposer. On choisit seulement qu'un casier, c'est qu'un chimpanzé dans tout le groupe qu'on suit dans la journée. Et c'est son activité, on met sur tout le groupe. Donc, si le mâle il a très grimpé, il aime grimper. Il mange, je dis, je m'aime manger. S'il se repose que les autres mangent, je considère que tout le monde se repose. Ce groupe d'une 60aine d'individus sont tous identifiés. Ils font partie de la famille des pentroglodytes verrues. Une espèce très proche de l'homme par son physique et sa génétique. Celui qu'on a trouvé celui-là, c'est Julien. Julien, il a dit que nous sommes 4, les autres sont restés derrière. Il est là, il veut aller, mais il y a un groupe derrière. Là, il hésite. Quand il marche un peu, il s'arrête. Il y a un chimpanzé qui s'appelle Théré. C'est vous qui l'avez nommé? C'est moi qui l'ai nommé, je l'ai suivi pendant 3 mois. Parce qu'il avait eu une blessure sur le bras gauche. Et à cause de cette blessure-là, je l'ai suivi quand et que le mois ça finissait. J'ai trouvé que ça avait à peu près le même teint que moi, la même taille. Bon, j'ai dit aux amis que ce chimpanzé, je souhaiterais qu'il porte mon nom. J'ai pris le temps de le suivre, je le connais bien, voilà ses caractéristiques, tout et tout. Et après, les gens commencent à le suivre, effectivement. Quand on le voit, on sait que c'est toi qui es là. Mais il ne ressemble pas à un chimpanzé, mais c'est la taille, voilà. Non agressifs et habitués à la présence humaine, on peut les approcher jusqu'à 10 mètres
pour des mesures de sécurité. Ils sont suivis au quotidien par les guides. Nous avons 2 groupes de 3 et chaque groupe a une semaine d'habituation. La semaine d'habituation consiste à prélever les activités des chimpanzés depuis la prise au nid jusqu'à la mise au nid. On écrit, on recense qu'est-ce qu'ils font, s'ils se reposent, qu'est-ce qu'ils mangent jusqu'au soir. Et on fait cela pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, on recense le nombre d'individus. On peut remarquer que soit il y a Y qui n'est pas là, on signale. Ces primates font partie des plus menacés des grands singes d'Afrique de l'Ouest. Depuis 2016, ils sont classés en danger critique d'extinction par la CITES, Convention internationale sur le commerce des espèces sauvages en voie d'extinction. Quand je suis entré ici, le premier chimpanzé qu'on a perdu, ce chimpanzé s'appelle Tokyo. Voilà, on a trouvé son cadavre. Bon, après ça, il y a eu un braconnage. Mais on n'a pas vu, ce qui est, si on a vu des balles sur lui et on a saisi les agents de l'OIPR. Ils ont fait la patrouille, mais pour finir, bon, on n'a pas su qui a fait ça. Après ça, il y a eu le mâle dominant d'avant qui était là, lui aussi, il a disparu. Et maintenant, actuellement, le mâle dominant qui est là s'appelle Tora. La population de chimpanzés a chuté de plus de 90% selon la WCF, une fondation spécialisée dans la protection des chimpanzés. En Côte d'Ivoire, de 12 000 individus en 2002, il ne reste que 2 000 individus. Des chiffres qui ne cessent de diminuer chaque année en raison du braconnage. D'accord, c'est souvent dans vos patrouilles, vous croisez des braconniers? Plusieurs fois. Les braconniers, il y en a de 2 sortes. Il y a le braconnier qui se promène avec le fusil, qui fait la chasse, et il y a des braconniers qui sont des pêcheurs. Et on les trouve aussi sur l'eau, parce que le parc, il y a la rivière qui rentre dans le parc. Et ça traverse le parc pour aller jusqu'à Soubré. Et cette rivière-là est vraiment poissonneuse. Donc souvent, on trouve aussi des braconniers là. Quand vous croisez, est-ce que vous menacez avec les fusils? Oui. Une fois on les voit, on marque le waypoint et on s'éclipse. On va donner le waypoint aux agents de l'OIPR. C'est eux qui viennent faire les patrouilles. Mission dans la zone. On couvre une grande partie du parc. On surveille la zone vulnérable et puis on surveille les autres parties du parc. Il faut dire que le territoire des chimpanzés ici qui est délimité vaut 25 km². Chaque fois que nous sommes informés des coups de feu dans la zone, on envoie une équipe pour venir voir ce qu'il y a, pour faire la patrouille, qui vient en reconnaissance. S'il y a lieu d'appréhender les délinquants, nous les appréhendons. La zone de Djurutu, d'environ 90 hectares, est la partie où on trouve plus de primates. Les guides utilisent le GPS pour les localiser à chaque déplacement. Le GPS pour retrouver le nid, là où les chimpanzés ont dormi. Et avec ça, on fait le tracé pour savoir le parcours du jour. Combien de kilomètres on a fait par jour derrière les chimpanzés. Et quand on finit tout à l'heure, c'est comme on est arrivé ici et puis il est 18 h. On doit repartir à la base. Je prends le GPS, j'interroge la base. Il me dit vous êtes à 2 km à 270 degrés, qui est plein ouest. Je positionne ça sur la boussole. Je fais mettre le GPS en poche et puis je prends ma boussole pour partir. Et après, moi, sur 5 minutes, je dois voir le GPS pour savoir si j'ai progressé vers ma position ou bien la base. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982 comme réserve de biosphère, la richesse de sa flore et de sa faune fait qu'il est un endroit incontournable pour les amoureux de la nature. Le lendemain matin, à l'Écotel, des touristes viennent fraîchement d'arriver.
G-H-I-S I-S-L-A-I-N-E. A-L-A. L-A-I-N-E. Nationalité? Française. Française, ok. On enseigne les noms par rapport à l'OIPR qui doit savoir qui sont les touristes qui rentrent en forêt, durant combien de temps ils sont en forêt, par mesure de sécurité. Après avoir pris l'identité des touristes, ils vont faire un briefing par rapport à leurs activités en forêt avec les différents guides présents sur le site. Voilà. Et c'est après ce briefing, on donne le OK pour pouvoir commencer le séjour au sein de la forêt de Taï. Ghislaine est maire des Ouches, une petite commune française. Isabelle et Catherine, ses deux adjointes. 40 à 45 mètres, nous allons traverser la rivière Momo. Et après, ceux qui vont à pied vont marcher. Nous autres, on prendra le rebord pour faire une bonne distance. Et après quoi, nous irons au campement chimpanzé. Moi, je m'économise. Je peux marcher très longtemps, sur une longue distance, beaucoup d'heures, mais ça nous fera doucement. Merci beaucoup. Pas comme une tortue, mais doucement. Ok. Tu t'appelles pas Bernadette Chirac? Je m'appelle Isabelle Le Lièvre. Normalement, je devrais courir comme un lièvre, mais c'est pas le cas. Les chimpanzés se trouvent à l'autre côté de la rive, à 7 km à vol d'oiseau. La traversée se fait à bord d'un bateau motorisé. Ah, va être belle, Aïcha. Ah, on va perdre 20 kilos en 30 secondes. Ah, ils sont pas mal, hein? Je trouve ça magnifique. Tu casses pas l'embrayage, hein? Ciao, ciao, ciao. Pendant 45 minutes sur la rivière Anna, les touristes vont vivre une expérience particulière à la découverte des oiseaux et les animaux du parc. À gauche, sur le bois. Ouais, blanc là. Par rapport au crocodile du Nil, ça c'est insignifiant quoi. Lui c'est un ibis aguedache. Lui, il s'appelle Ibis aguedache. Oh, il est belle. Ouais. Isabelle est séduite par le spectacle que lui offre la nature. Si, il faut la filmer. Elle est, voilà. Ça fait partie de sa vie, ça. Elle a beaucoup d'émotions, donc ça ressort. Sinon, les hippopotames pygmées, ils ont un territoire, mais ils ne sont pas agressifs comme les grands hippopotames. D'accord. Mais moi, je dis tous les jours que nous sommes des privilégiés. Nous avons la chance de voyager, de rencontrer des gens à travers le monde. Ce n'est pas notre premier voyage, c'est certainement pas le dernier. Et nous avons une chance immense. Donc je remercie Jésus. Si elles ne sont pas à leur première visite touristique, c'est la première fois qu'elles foulent le sol ivoirien pour découvrir les chimpanzés dans leur milieu naturel. Comment vous avez trouvé ce petit tour en bateau? C'est un autre monde pour nous. Pour nous, c'est Nous qui vivons à la montagne, dans la neige, voilà. C'est vraiment un autre monde. On voit ça dans les films, dans les reportages, mais le vivre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein, vraiment. C'est pour voir les chimpanzés ici particulièrement. Oui. On voulait voir la forêt primaire, voilà. Et puis l'habitat, donc les chimpanzés, on voulait voir ça, cet environnement-là. Elle voulait avoir des rappels de ses voyages antérieurs, voilà. De ma vie antérieure, puisque j'ai vécu 1 an et demi en Guyane. Attendez, vous partez là? Le reste du trajet se fait à pied. 2 kilomètres de marche dans la forêt pour allier le campement chimpanzé. Sur le chemin, le guide présente aux touristes quelques fruits consommés par les primates. Vous voyez les chimpanzés mangent les fruits qui sont à l'intérieur
de cette noix-là. D'accord. Et même l'eau, il y a des moments, il y a de l'eau qui reste dedans. Quand il vient, il prend, il commence à boire. Ah d'accord. Oui. D'accord. Peut-être qu'ils se soignent avec, on ne sait pas, mais c'est de l'eau que l'homme ne peut même pas essayer même de boire. Après 45 minutes de marche éreintante, elles parviennent au campement, un endroit aménagé au cœur de la forêt pour accueillir les touristes. Bonjour. Merci. Enchantée. Ghislaine. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est bien reçus ici. Hein? Au bout du monde, on est bien reçus. Hein? La marche a été difficile? Non. Non, la marche n'a pas été difficile, par contre c'est très beau. C'est reposant, c'est calme, c'est super. C'est ici qu'elles vont passer la nuit avant la visite des chimpanzés, prévue le lendemain matin. Très tôt le matin, nous retrouvons Ghislaine, Isabelle et Catherine aux côtés des guides touristiques. Petit briefing avant de prendre le chemin pour la forêt. Les chimpanzés, hier, je vous ai dit, ils ont dormi à 2,5 km d'ici. Et on s'est réveillé aujourd'hui à 4 heures pour pouvoir y aller à 5 heures. Et sur le chemin, il faut qu'on reste en file indienne. Voilà, pour ne pas vraiment faire trop de bruit. Et une fois qu'on arrive proche des chimpanzés, nous, on vous fera signe. On va porter les masques. Voilà. On portera les masques, c'est une protection pour nous et pour les chimpanzés aussi. Pour satisfaire leur curiosité, Ghislaine et ses adjointes doivent braver les obstacles de la forêt pour atteindre le nid des chimpanzés. Je sens là. Alors là, j'en ai jusque dans les chaussettes. C'est bon. Merci beaucoup. Désolé. Oh, bah, ça va. C'est pas mouillé, elles sont imperméables, mes chaussures. Au bout de 50 minutes de marche, les touristes sont tout proches du but. Les guides leur donnent les dernières consignes. Là, nous sommes à moins de 100 mètres de chimpanzés et je vais commencer à distribuer les masques. J'en ai un. Vous en avez? Oui. Et vous? Oui. Oui. Moi, j'en ai pas. Madame Minet, oui. C'est votre première fois de venir en nature comme ça, voir des chimpanzés ou bien, C'est la première fois, c'est une véritable découverte, effectivement, de parcourir la forêt comme ça, à la recherche des chimpanzés, c'est vraiment la première fois. Il fait très chaud, la marche il faut aller doucement, donc c'est très très bien. À seulement 100 mètres de distance, les touristes sont sur le point de vivre une expérience unique avec les chimpanzés. Sur place, les nids sont bien visibles, mais aucun signe des chimpanzés. Ils sont cachés. Parfois, ils descendent un peu plus tôt pour chercher de la nourriture. Je vois les nids, je sens l'odeur de crotte. Mais pour le moment, personne ne bouge dans les nids. On voit les nids, ils font les nids. Oui, le nid il est là. Vous voyez, ça c'est un nid. La touffe de feuilles que vous voyez là. Ils tissent les branches et ils se couchent là-dessus. Et juste au-dessus de nous, on a un autre nid. Les primates seraient descendus plus tôt que prévu des nids. Et là, ils sont dans un arbre fruitier, mais je ne vois pas trop de fruits, donc mon collègue va regarder s'ils ne sont pas assis quelque part, parce que parfois ils descendent et ils s'asseyent juste en dessous des arbres, le temps d'attendre que les autres descendent. Mais là, il n'y a même pas de signe. On ne peut pas savoir présentement. Ils peuvent être là et ne pas faire de bruit. Ouais, ça
Ça dépend d'eux. Le stress monte. La crainte s'empare des touristes. Le visage affligé, Isabelle commence à perdre espoir. Elle, qui a déboursé plus de 900 000 francs CFA, rien que pour voir les chimpanzés. Ce sera une déception, mais ça fait partie des aléas d'un voyage. Mais ce serait une déception. Mais vous avez payé cher pour venir voir ces chimpanzés? Oui. Vous avez payé combien? 1 euro sur 1400 euros par personne pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour 4 jours. Les guides se lancent aux trousses des chimpanzés dans l'espoir de les retrouver. Dans cette forêt primaire de plus de 90 000 hectares, la mission est presque perdue d'avance. Mais Ghislaine garde espoir. Pour mon petit-fils, je voulais faire une photo d'un chimpanzé. J'espère que je vais arriver à la faire. J'espère que je vais arriver. Mais je compte sur nos guides pour arriver à lui faire une photo pour lui montrer que mamie était avec les chimpanzés. Mon petit-fils, il aime bien savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vois. Voilà, mes petits-enfants me posent des questions quand je rentre, tout le temps. Ils voulaient savoir déjà, j'ai une de mes petites filles qui voulait savoir quels animaux j'avais déjà vus. Donc, voilà. Samuel est guide accompagnateur. Il collecte des photos à chacune de ses visites. C'est lui qui accompagne ses touristes. Elles ont contacté une agence de voyage et c'est cette agence de voyage qui m'a contacté vu que j'ai l'habitude d'envoyer des touristes ici. Donc il fallait déjà faire la promotion du parc auprès d'eux et elles ont été intéressées pour voir les chimpanzés. Donc on a décidé de venir ensemble. On ne les a pas vus. Comment ça s'est passé? Mais il faut dire qu'on est dans leur habitat naturel. Hein. C'est pas comme s'ils sont dans des cages, donc ils se déplacent. Je pense qu'avec plus de chance et de patience, c'est possible de les voir, mais sinon ça fait partie du jeu et de l'aventure. Après 30 minutes de recherche, les guides retournent bredouille. Aucun signe des chimpanzés. La chance n'a pas souri à Ghislaine, qui ne pourra pas envoyer de souvenirs à son petit-fils. Normalement, quand il se déplace, il laisse des odeurs pour que les autres puissent le suivre. Et parfois, c'est ces odeurs-là, nous, on utilise pour les suivre. Oui, mais aujourd'hui, c'est le 1er mai et ils sont partis en week-end. C'est la fête du travail, ils ne travaillent pas. Voilà, ils avaient 2 jours, ils ont dit allez, on va à la mer. Jurutu, l'une des destinations privilégiées des touristes. Mais la protection des primates reste le combat de l'OIPR. Et nous sommes rejoints en plateau par Roger Appé, le reporter qui a conduit cette mission donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le parc de Taille. Bonsoir Roger. Bonsoir Pierre, bonsoir Mélina. Bonsoir Roger, merci d'être avec nous ce soir. Comment vous avez donc découvert ce camp magnifique où on peut donc apercevoir les chimpanzés de plus près? D'accord, ça fait un bon moment que je propose des sujets avec l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Et c'est dans les discussions que j'ai appris qu'il y a des chimpanzés à Jurutu. Il faut dire que le parc national de Taï s'étend de Soubré à Taï jusqu'à Jurutu. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est spécialement à Jurutu qu'il y a ces chimpanzés. Ouais. Alors qu'est-ce qui les rend si particuliers, ces chimpanzés? En fait, il faut dire qu'ils sont dans leur milieu naturel. Les chimpanzés vivent dans la forêt primaire de Taï. Et depuis 1990, il y a un projet de gouvernement pour permettre aux visites et qu'on appelle aux touristes de les voir. Ils habituent ces chimpanzés-là à la présence humaine. Donc vous voyez des guides touristiques, comme on peut aussi les appeler des guides forestiers, qui suivent chaque jour ces chimpanzés. C'est-à-dire que leur déplacement, là où ils doivent dormir, et toute la journée, on les suit pour permettre aux touristes de les voir. C'est aussi une manière de préserver, de protéger aussi ces chimpanzés qui sont souvent traqués, menacés par les braconniers. Et vous, donc, qui les avez donc approchés, vous avez vu de près, comment est-ce que vous avez vécu l'expérience? Est-ce que vous avez eu peur? Quels ont été les sentiments qui vous ont animé?
Non, on n'a pas eu peur parce qu'avant de partir, les guides nous ont rassurés que ça fait, de 1990 jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça fait beaucoup de temps que ces chimpanzés sont vraiment habitués. Mais ils nous ont dit on ne peut pas les approcher jusqu'à 10 mètres, à 10 mètres du moins. C'est-à-dire qu'il faut une distance de 10 mètres. Et vous allez voir dans les images, il était très difficile même de les filmer parce que nous sommes dans une forêt primaire où il y a assez d'arbres. Donc à 10 mètres, ce n'est pas évident vraiment de les voir, de les filmer. Voilà, donc on était rassurés avec les guides touristiques, mais ce qui faisait peur, c'est souvent les cris. Ou bien quand ils veulent se battre, arracher de la nourriture ou autre, mais quand ils crient, écoutez, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez avoir peur, mais bon, on a fait avec, ils nous ont rassurés et on a passé un bon moment là-bas. Et puis on l'a rappelé, hein, les chiffres de l'espèce ont drastiquement baissé, on a perdu près de 10 000 individus. Comment ça se fait que ces disparitions soient si importantes? Oui, c'est le braconnage dans le sujet. Les guides forestiers l'ont bien signifié. Il dit à chaque fois que souvent il y a ils suivent ces chimpanzés dans la forêt, ils croisent des braconniers et souvent qui les menacent. Et il y a des mâles dominants qui ont disparu. Et voilà, donc, vous dites que c'est le braconnage qui fait que les chiffres diminuent chaque année. Et là, ces chiffres que j'ai donnés, c'est le chiffre de WCF. Le WCF, c'est une fondation qui est chargée aussi de veiller, de protéger les chimpanzés. Et ils ont donné ces chiffres en 2016. Mais aujourd'hui, en 2024, il reste les 2000, parce qu'on était de 2002, on était à 12 000. En 2016, on était à 2000. En 2021, on a 1200 individus. 1200 individus. 1200 individus. Moins de 2000. Oui, moins de 2000. Comment on les protège, ces chimpanzés? Alors, comme je l'ai dit, la protection est donnée à l'Office ivoirien des parcs et réserves, qu'on appelle OIPR, depuis des années, qui surveille le parc. Ils ont une brigade mobile chaque mois qui effectue des visites de surveillance dans le parc. Voilà. Et je pense que ce sont eux qui sont chargés de protéger. Il y a de la sensibilisation aussi. Oui, il y a de la sensibilisation au niveau de la population. Voilà, parce qu'il y a des villages environnants qui agressent le parc. Pour ma part, il faut renforcer comment on appelle, la surveillance. Il y a une loi qui interdit la consommation et même la chasse. Mais je pense que ce n'est pas aussi appliqué parce que pour nous qui voyageons un peu, qui faisons les reportages un peu à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la consommation de la viande de brousse est quand même présente un peu partout. Donc il faut renforcer peut-être la sensibilisation et puis veiller à ce que la loi soit vraiment appliquée. Alors, les visites dans le parc, c'est aussi ce qui va permettre de récolter de l'argent pour faciliter cette protection-là. En 2023, il n'y a eu qu'une centaine de touristes qui ont effectué des visites dans le parc. Comment on l'explique? D'où ça pourrait provenir ce chiffre si bas? Si bas. Ouais. Je pense qu'il y a un véritable problème parce que d'abord, il y a la distance Abidjan-Tabou qui fait environ 430 km. Et vous avez environ plus de 6h30 de route. Et à partir de Bérébi à Tabou, la voie est complètement gâtée. Et quand vous arrivez à Tabou, au carrefour Tabou, pareil à Djurotou, c'est au moins 150 km. Et dans les 150 km, vous avez 30 km qui est impraticable. De Neka jusqu'à Djurotou, ça fait une trentaine de kilomètres. Et je vous assure, la chance qu'on n'a pas eue, c'est que le jour où on partait, il n'y a plus ce jour-là. Il y avait la pluie et d'abord, il y a eu un pneu qui a été crevé. On a eu la chance, on a failli se faire renverser dans un ravin. Dieu merci pour nous. Le chauffeur nous a sauvé, Willy, que je salue au passage. Et le véhicule s'est embourbé juste après. Mais on est resté là de 6h du matin. De 6h du matin, on a quitté Abidjan à 6h du matin. Et c'est à 4h du matin, on est rentré à Djurotou. On était avec des touristes, mais qui étaient fatigués. Quand vous faites ce voyage une fois, deux fois, je pense que ce n'est pas évident d'aller une troisième fois. De le refaire ou de le recommander d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a ce facteur-là, facteur distance, il y a aussi facteur route dégradée. Mais je pense que aussi les Ivoiriens, parce que la plupart des gens qui viennent contempler, qui viennent voir les chimpanzés, ce sont les Européens, les Américains qui viennent. Les Ivoiriens ne s'intéressent pas trop, ils viennent peu là-bas. Il faut une éducation, une sensibilisation. C'est ça. Une éducation, et malgré donc ces facteurs que vous avez évoqués,
des amoureux aussi de nature et d'animaux, voilà, prennent ce risque-là et vont à Djorotou pour observer ces chimpanzés. Mais aussi donc, la question du coût, puisqu'on voit dans le reportage qu'une des touristes a dépensé jusqu'à 900 000 francs CFA et d'ailleurs, elle n'a même pas pu observer les chimpanzés. Est-ce que c'est aussi un frein à cet attrait pour Djorotou, ce montant-là aussi qui est très élevé pour pouvoir observer les chimpanzés? Comme on l'a dit, les montants vont de 100 000 à X. Mais qu'est-ce qui explique les 900 000 justement? Non, les 900 000, c'est que celles qui sont venues, elles ont, je crois qu'elles étaient 4. Chacune a payé 900 000 pour 4 jours. Les 900 000, c'était pour 4 jours. Il y a la nourriture, il y a l'hébergement, il y a les visites. C'est tout ça qui fait les 900 000 francs CFA. Voilà. Donc, les chimpanzés sont dans leur milieu naturel. Elles sont venues, c'est vrai. Mais quand elles appellent, ou bien ceux qui veulent venir, les touristes, quand les touristes veulent venir, ceux qui appellent, on leur dit que les chimpanzés sont dans leur milieu naturel. Ce ne sont pas des chimpanzés qui sont dans les cases où on peut vous rassurer que dès que vous arrivez, vous allez les voir. On dit non, ce sont des chimpanzés qui sont dans leur milieu naturel. Et à partir de 5 h du matin, de 5 h jusqu'à 5h30, 5h45, ils descendent de leur nid. Et malheureusement, pour ces touristes qui sont venus, lorsqu'on est arrivé, il était 5h30 parce que pour marcher dans la forêt, c'était très difficile. À 4 h du matin, on s'est réveillé. Donc, arrivé au nid à 5h30, les chimpanzés sont descendus, malheureusement. Et bon, les guides ont fait des efforts, on s'est promené un peu dans la forêt pour voir un peu s'il y a des cris des chimpanzés. Parce que souvent, quand ils descendent, c'est en fonction de leurs cris qu'on peut les voir, on peut savoir où ils sont, mais ce jour-là, malheureusement... Est-ce qu'il y a des alternatives? Qu'est-ce qu'on leur propose? Non, il n'y a pas d'alternative, puisque dès le départ, on vous prévient que vous pouvez voir les chimpanzés ou pas, parce qu'ils sont dans les milieux naturels. On a quand même quelques petites informations sur les plantes qu'on découvre sur le passage. Voilà, on n'y va quand même pas pour rien. Voilà, ils ont bénéficié au moins de la forêt primaire de Taï, avec les oiseaux, avec toute la beauté du paysage. Toute la beauté du paysage, voilà. Donc, la forêt. Ils sont rentrés avec quelque chose quand même. Merci à P d'avoir été avec nous. Merci pour cette belle découverte au camp chimpanzé de Djorotou. Merci beaucoup, Mélina. Merci. Et en seconde partie d'émission, préparez-vous à être transporté par les mélodies envoûtantes et les rythmes vibrants du balafon que nous irons découvrir. Et oui, mais ce sera après une courte page de pub. Restez avec nous, à tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci d'être toujours avec nous pour la suite de notre soirée. C'est un voyage au cœur de la Côte d'Ivoire à la découverte d'un trésor musical dont on connaît tous les sonorités, Pierre. Et oui, Mélina, nous irons découvrir en profondeur le balafon, instrument emblématique de la culture ivoirienne et même africaine qui se modernise de plus en plus aujourd'hui. Des villages reculés au festival animé, vous allez voir le balafon sous toutes ses formes et l'impact profond de cet outil dans ce reportage qui vous est proposé par Doria Gloire et Trésor Wayi. Ce matin, dans cette petite forêt, Koné Tiamfolo et son apprenti sont à la recherche d'un trésor. Après quelques minutes de marche, ils aperçoivent l'objet de leur recherche. Cet arbre, recherché pour sa spécificité. Alors vous cherchez quoi? Bon, on cherche quoi de balafon. Là, on a promené. Bon, c'est ça là, on a vu. C'est les qualités qu'on prend pour faire quoi de balafon. Pour faire un balafon, il faut une certaine qualité de bois. Voilà. Donc c'est ça là, les blancs du bois de veine. Donc à part le bois de veine, on ne peut pas prendre un autre bois pour faire le balafon? À part le bois de veine, on ne peut pas prendre. Il y a pas c'est des bois qualité. On ne prend pas n'importe quel bois pour faire le bois de balafon. La détection de la matière première terminée, direction l'atelier. Nous sommes à Kouto, dans le département de la Bagoué, à 700 km de la ville d'Abidjan. C'est ici que Tiamfolo a installé son atelier.
L'arbre qu'on a vu là, voilà, quand il arrive ici, il est comment? Bon, quand il arrive ici, on met au soleil, ça devient sec. Ce qui est là, vous voyez, on a coupé ça là, bon, ça fait plus que 3 ans, ça est là, là ça sèche bien. Ici, on assemble toutes les pièces afin de sortir un produit fini impeccable après plusieurs étapes minutieuses. Première étape, le four. Voilà le four qui est là. Voilà, vous voyez le feu. On a mis le feu là. C'est sur ça on va mettre après les lames là. Ces morceaux de bois passeront 24 heures sur le feu. Quand on voit comme ça, on se dit que c'est un bois, c'est déjà sec, non? Oui, c'est déjà sec, mais il y a l'eau dedans. Si on ne met pas sous feu là, ça ne peut pas bien sec. Ça ne va pas donner bon son. Voilà, ça va durer, ça va dormir ici. Avant de passer au four, les morceaux de bois ont été préalablement taillés pour leur donner leur première forme. Si on a cassé, il faut tailler comme ça d'abord avant d'aller au four. Autodidacte, Tienfolo a appris à faire des balafons depuis sa jeunesse. Comment ça? Bon, moi, c'est quand nous on était au champ, on partait surveiller le champ. C'est dans ça. Quand je dors, ce que je vois sur le sens, c'est ce que je répète le lendemain. C'est comme ça que le balafon est venu dans moi. Moi, à l'âge de 13 ans, j'ai vendu le premier balafon. La jeunesse de la découverte du balafon demeure une légende. C'est un prophète qui a envoyé, mais il est venu. Puisqu'on sait où on est quittera, c'est un coin sacré. Vous voyez, non? C'est un coin sacré, il y a des génies dedans là-bas. Quand il est venu, il s'est promené sur terre. Il allait dans beaucoup d'ethnies pour dire, ah, je suis venu, c'est vous, je suis l'étranger, je ne connais personne. On le refoule. Le jour où il est arrivé, c'est le vieux Senfo qui s'appelait Katene. Donc, le vieux Katene l'a reçu. Le jour où il a demandé à partir, il dit à le vieux Katene, ah, viens, tu vas m'accompagner. Ils sont arrivés dans une grande forêt où il y avait des génies. Il dit, bon, il faut creuser le trou, un trou ici. Il y a une parole que je vais parler pour mettre dedans, mais tu vas venir regarder, hein. Il y a un arbre qui va pousser. Quand ça va pousser là, ça va grandir la manière qu'on a vu le bois dans la forêt là. Ça va grandir et un jour ça va devenir sec. Si c'est sec là, tu viens couper. Il va venir encore en soin pour venir te montrer. C'est comme ça, c'est balafon. Ne devient pas fabricant de balafon qui veut. Seuls les descendants de la lignée des précurseurs de cet instrument en ont ce droit. Tous les Sénéfos ne peuvent pas faire le balafon. Non, il y a beaucoup de Sénéfos. Nous qui faisons les balafons titulaires, on n'est pas nombreux. Après l'étape du four, nous embarquons pour la maison de Tienfolo. Après 5 minutes de route, nous voilà arrivés. Comme au travail là-bas dans mon atelier, je n'ai pas de courant. Donc, Dieu a fait que Dieu m'a aidé. Il y a eu quelques matériels de machines pour pouvoir m'aider pour travailler un peu le balafon. Pour répondre aux besoins de qualité, mais aussi à la demande croissante, Tienfolo a installé une petite unité mécanisée à domicile pour les prochaines étapes de la conception du balafon. Sous le regard attentif de ses apprentis, il passe à l'action. Vous avez commencé à placer du plus grand au plus petit. Voilà, le plus grand au plus petit. Pourquoi? Oui, c'est comme ça on va faire l'accordage. Vous voyez, c'est 13 lampes. C'est comme ça, ça commence. Rapidité et efficacité sont au rendez-vous. Avant, pour avoir ça, pour avoir ce résultat-là, il fallait faire avec la daba. Pendant combien de temps tu pouvais avoir ça là, ça prenait le temps, hein. Ça prenait très le temps. Tu peux faire à peu près ça là. Si tu fais faire la formale de ça là, tu peux faire au moins 15 minutes, 20 minutes dessus. Alors on vient de faire même ça, même pas 5 secondes. Pas besoin de maître, il a le compas dans l'œil. Est-ce que tu mesures? Oui, je mesure. Je connais déjà, par ma tête, je connais. Parce qu'avant, il n'y avait pas maître. Donc tout ça, là, ça est dans la tête. Pour acquérir ce matériel qui lui facilite la tâche,
Tienfolo a dû dépenser un peu plus de 2 millions de nos francs. Par 3 mois, il fait 13. Bon, avant, par 3 mois, je faisais 8 balafons, comme ça. Parce que le travail de la main et puis machine n'est pas la même chose. Nous retournons à l'atelier pour la dernière étape, qui est l'assemblage des différentes composants. Est-ce qu'il faut une corde spéciale pour attacher? Oui, il y a une corde, il faut une corde spéciale. Par exemple, ça là, c'est comme des nerfs. Avant, on attachait avec peau. Mais maintenant, peau là, on ne trouve pas. Peau des animaux, c'est fil de nylon. Ça là, ça ne coupe pas vite. Là, vous voyez ici, là, c'est un peu creux. Ici là, c'est un peu creux. Ici. Quand tu tailles, tu tapes, c'est le vent qui fait souffler. La manière que quelqu'un souffle, il fait flûte là. C'est ça qui donne le vent ici, puis ça fait sortir le son. La manière que vous voyez, les lames là sont accordées, c'est comme ça. Les cabales aussi sont accordées. Un autre élément est indispensable pour la confection d'un balafon. C'est le calvaire qui fait le balafon. C'est le micro du son là. Fermez voir. Le vent que lui donne là, c'est ça qui vient souffler ici. Voilà. C'est ça qui donne le son naturel. Différents types de balafons sont fabriqués ici. Ouais, c'est le balafon qui est là-bas là. Ça c'est le balafon malien. Il fabrique tout ça là. C'est quoi la différence? Ça c'est 19 lames. Le prix du balafon varie entre 100 et 500 000 francs CFA. Il est fin prêt à produire des sonorités dont lui seul a le secret. Dans le septentrion ivoirien, plus précisément en pays sénoufo, le balafon est indissociable de la culture de ce peuple. Nous voilà à Néélé, à 7 km de Korogo, dans la région du Poro. Cet orchestre de balafoninistes se prépare pour une prestation. Ils sont invités, ils viennent du village voisin. Et c'est à quelle occasion ils doivent jouer le balafon aujourd'hui? C'est les funérailles du chef du village de Saigle. Soro Kangolo. De l'autre côté, une autre troupe. Celle du village hôte. C'est donc elle qui ouvre les festivités. C'est au tour du groupe invité pour la circonstance de faire montre de son savoir. Le balafon est présent à différents moments de la vie collective, qu'il s'agisse de fêtes, de prières, de rituels ésotériques ou encore d'enterrement. Le balafon était un instrument assez spécial pour le Sénéfropo. Pour la phase initiatique, on a le balafon. Pour les réjouissances, on a le balafon. Pour l'église, on a le balafon. Pour les mariages religieux musulmans, on a le balafon. De Kouto à Korogo, en passant par Bundiali, les types d'orchestres de balafoninistes diffèrent selon les instruments qui les accompagnent. Vous avez vu, il y a plusieurs groupes, mais vous avez distingué donc 2 ou 3 types de balafons. Il y a le balafon, l'orchestre traditionnel que nous avons, avec une variante, vous allez trouver du djembé dedans. Voilà, qui est une composante du balafon un peu similaire à celui qu'on trouve au Burkina. Chez les Sénoufos, ne joue pas au balafon qui veut. D'accord, c'est quoi la différence entre ce balafon et le balafon touristique? Ce balafon, je ne dirais pas, il est initiatique. Il est à la fois initiatique, donc avec une dimension mystique. Donc vous allez voir, donc l'adoration se fait, parce que lorsque ces groupes-là, ils se retrouvent, c'est également une confrontation du spirituel. Il peut arriver que 2 balafonistes qui se retrouvent et que l'autre balafoniste devienne inaudible. C'est l'adoration qui se fait là. Donc vous voyez que ça s'adore comme tous les autres. Voilà, c'est sa dimension mystique qui est là.
À part l'initié, personne n'a le droit de toucher à ce balafon mystique. Il y a une certaine légende qui dit en pays Sénoufo, lorsque tu n'es pas initié au balafon, si tu veux le faire, si tu veux commencer et te permettre de jouer avec les... Tu peux te retrouver lépreux. Voici donc la symbolique, l'un des symboliques des génies du balafon. Sur tous les balafons mystiques, vous aurez là, soit il est visible, soit il est caché. Et puis bon, vous aurez un fétiche également, comme vous voyez le fétiche qui accompagne, un fétiche supplémentaire qui accompagne et qui assiste également là. Cette histoire d'amour entre le peuple sénoufo et le balafon a donné naissance à plusieurs festivals, tant dans le Poro que dans la Bagoué. Nous retournons à Kouto pour assister à l'un des festivals dédiés à la culture sénoufo, le Porlala. Ici, c'est l'effervescence. La culture sénoufo est présentée aux invités venus de tous les coins de la Côte d'Ivoire et même d'ailleurs. En soirée, un tout autre décor se met en place. Nous retrouvons Bouekone, responsable communication de ce festival. Le Porlala fait la promotion de la culture et des valeurs sénoufo. Le sénoufo, auparavant, on le caractérisait tout de suite par son honnêteté, son humilité, sa loyauté, sa fidélité, des valeurs d'intégrité. Donc le Porlala est une idée originelle pour ramener le sénoufo dans ce qui étaient les valeurs du sénoufo auparavant. L'élément immanquable durant ces 3 jours de festival est inévitablement le balafon. Depuis l'Antiquité, vous savez que le peuple sénoufo était un peuple autochtone. Depuis l'Antiquité, le balafon était pris pour amuser la société sénoufo. Et donc, on ne peut pas dire qu'on fait une immersion, n'est-ce pas, dans les valeurs traditionnelles sénoufo et ignorer le balafon. Chaque soir, différents orchestres se succèdent sur la scène. Allons à la rencontre de la star du festival. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Ok, c'est le bienvenu. Merci. Entrez. Sénoufo du Mali, la star du balafon Souleymane Traoré, dit Neba Solo, a établi ses quartiers ici, à l'hôtel qui abrite le festival. Je suis en train de me préparer, donc, parce que bientôt il est l'heure. Donc, il vaut mieux de se préparer. Comme on le dit en Bamanakan, quel est Kafsane Belé? Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire il faut être à l'heure. Vaut mieux que tu es en retard. Ce sexagénaire est devenu très vite une figure emblématique de cet instrument qui lui a été transmis par sa famille. J'ai appris le balafon avec mes grands frères qui m'ont appris à jouer. Et j'ai appris à fabriquer le balafon avec mon père, parce que mon père aussi était vraiment grand balafoniste. Le balafon lui a tout donné. Dans le monde entier, moi j'ai voyagé. Même le moderne, je viens de quitter jusqu'à Qatar, grâce à le balafon. Et il le lui rend bien en transmettant son savoir depuis 24 ans. J'ai un centre de formation à Sikasso. Apprendre les jeunes à jouer le balafon, apprendre à fabriquer aussi en même temps. J'ai été collaborer avec l'université Harvard, l'université des États-Unis, qui m'envoie leurs étudiants suivants. Nous allons donner les shows pour faire plaisir le public. Il rejoint son staff pour leur dernière prestation. Il ne se fait pas prier pour enflammer la scène.
le balafon sort de ses sentiers battus. Se modernise, s'exporte, mieux, il s'enseigne. Direction l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Nous y rencontrons Donatien Cogné, dit Neko Bala, professeur de balafon depuis 12 ans à l'École supérieure de musique et de danse. Bonjour, asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est le cours d'accompagnement. Alors, on va continuer aujourd'hui avec le morceau Blue Bossa. Alors, le balafon accompagnement, c'est une classe moderne. Alors, cette classe-là a pour but de permettre à un balafoniste d'accompagner n'importe quel morceau. Accompagner, c'est produire une musique qui vient en soutien à une autre musique qui serait dite principale. On prend par exemple une mélodie. Si on prend le morceau Kwaimba par exemple. Ça, c'est le chant, c'est la mélodie. Donc, c'est plat, c'est vide. Ce serait comme en cuisine, si on a par exemple du riz, on a du riz blanc. Sans sauce, bon, c'est pas du tout intéressant. Donc, l'accompagnement, c'est la sauce qui vient combler le vide. Donc, avec le même morceau, vous allez chanter. On y va. 1, 2, 3, 1, 1. Ce que je viens de faire, c'est de l'accompagnement. Je n'ai pas joué la mélodie, mais par contre, j'ai joué un ensemble de notes qui agrémentent la mélodie. Ici, nous découvrons le balafon chromatique, un autre type de balafon. Sur le balafon en face duquel nous sommes, qui est un balafon chromatique, on a la réunion des deux types de balafons. Un balafon de type sénoufo au-dessus et un balafon de type malinké en dessous. Alors, le balafon sénoufo est un balafon dit pentatonique. C'est un balafon qui a 5 sons de base. Vous allez voir que si vous prenez un balafon sénoufo, que vous voulez par exemple jouer une musique de VDA ou de Magic System, il y a des notes qui manquent. Le balafon de type malinké, il a 7 notes, donc 2 de plus que le balafon de type sénoufo. Mais avec ce balafon-là, on ne peut toujours pas faire toutes les musiques contemporaines. Donc, ce balafon-là est né justement pour répondre au problème du fait qu'on n'arrivait pas à produire toutes les mélodies sur les balafons précédents. C'est en 1997 que plusieurs spécialistes musicologues ivoiriens travaillent au village Kiyi et sortent le balafon chromatique. Donc, le balafon chromatique a été créé au village Kiyi sous l'instigation de Were Were Liking et de Ray Lema. Ray Lema qui est un grand pianiste que tout le monde connaît. Et c'est Babanga qui a commencé à en faire la promotion depuis. Et nous, ce que nous faisons, c'est de la pratique poussée. Chacun a son domaine de prédilection. Moi, j'estime que mon rôle, c'est de développer la technique de jeu à un niveau jusque-là jamais atteint. Une particularité ne nous laisse pas indifférents. 4 maillots. Depuis qu'on a commencé notre tournage, on n'a jamais vu ça. On va toujours avec 2. Ok. Et là, vous êtes avec 4. C'est quoi la différence? Alors, on joue avec 4 maillotches pour pouvoir produire des accords. En musique, un accord, c'est l'émission simultanée de plusieurs notes. Donc, chaque maillotche joue une note en particulier. Et quand on entend les 4 ensemble, ça forme un accord, ça forme l'harmonie. 1, 2, 3 et 4. On reprend à partir du Do mineur. Là. Ce n'est pas toujours facile. C'est un peu compliqué à cause de la rythmique et puis certains accords. Longtemps considéré comme un instrument pour hommes, à cause des rites liés à son utilisation,
Le balafon est aujourd'hui accessible à tous. On en veut pour preuve cette classe de licence 2, formée à 99% de jeunes filles. Aujourd'hui, les instruments traditionnels, si je peux dire, sont en train de se moderniser. Donc je me dis que tout le monde a la possibilité de pratiquer tous les instruments. Il faut dire que lorsqu'une femme pratique un instrument d'homme, tout le monde a envie de la connaître, de la regarder. Donc je veux sortir d'ici avec le balafon. Le rêve pour le balafon est grand. Pour qu'on respecte un instrument, pour qu'on le classe parmi les instruments conventionnels, il faudrait qu'il soit capable de produire une large palette de compétences musicales. Et pour cela, il faut que le balafon sorte de son cadre habituel et qu'on lui donne suffisamment de travail, qu'on lui donne assez de travail, qu'il soit capable de s'exprimer dans tous les genres musicaux. Et donc moi, mon travail, si on veut, mon étude, c'est d'écrire, c'est de jouer des pièces que jusque-là, on ne savait pas capable. Donc on ne savait pas le balafon, donc on ne savait pas le balafon capable. Un rêve qui prend forme dans la commune d'Odiéné, à 800 km d'Abidjan. Le pari réussi de Fabrice et ses condisciples, intégrer le balafon à un orchestre philharmonique. 6 enfants, parmi les 125 que compte cet orchestre, apprennent à jouer au balafon. Montre-moi ce que vous avez fait comme travail. On reprend à partir de B. B, on y va à B. Innocent, professeur détaché de l'INSAC, veille au grain. La, sol, fa, mi, fa. Chante, chante, chante. Chante, on y va, chante. Depuis 2 ans, chaque après-midi, les enfants viennent ici apprendre à jouer à leur instrument. Par jour, on a environ 2h30. Parce qu'on commence à 15h et à 17h30, on libère les enfants. Et c'est du lundi au vendredi qu'on travaille avec eux. Ici, on joue des partitions. Aïcha, regarde ta partition. Je ne sais pas ce qui est dans ta tête, mais ce qui est écrit. Regarde ta partition. Là, vous regardez des partitions. Oui. Mais au village, à l'origine, le balafon, oui. Vous n'avez pas besoin de partitions pour jouer? Oui, tout à fait. Dans nos cultures africaines, voilà, la musique était transmise de façon orale. Voilà, on n'avait pas besoin d'écrire. Et c'est surtout les castes des griots qui transmettaient la musique. Avec ce qu'on écrivait et ce qu'on transmettait de façon orale, il y a des choses qu'on perdait. Par contre, avec ce qui est écrit, ces enfants, s'ils vont en Chine et qu'on leur donne une partition, une musique chinoise qui est écrite, ils pourront lire parce qu'ils ont appris simplement à lire la musique. À partir du balafon chromatique, les enfants produisent toutes sortes de musique. Présentement, on est en train de travailler la partition, la marche des prêtres. Le morceau La marche des prêtres, c'est tiré de la flûte enchantée numéro 9 de Mozart. On parle de Mozart et on parle de balafon. Oui. C'est pas paradoxal. Oui, justement, c'est un peu paradoxal, mais en fait, c'est la dimension du balafon qui est présentée ici, parce qu'on a l'habitude de voir le balafon dans nos orchestres traditionnels ici en Afrique, mais l'orchestre philharmonique des enfants d'Odiéné montre que le balafon va au-delà de son utilisation ici en Afrique. Après 3 quarts d'heure d'exercice, ils sont rejoints par un autre groupe d'enfants pour une répétition partielle. Intégrer le balafon à l'orchestre philharmonique ajoute une touche particulière. Ça donne quelque chose de différent, ça donne quelque chose d'unique déjà, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à entendre des instruments africains dont le balafon ne soit dans un orchestre philharmonique. Donc la musique est là dans son rôle de rapprochement des cultures pour permettre aux gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore eu écho de la culture ivoirienne à travers ces instruments qu'ils puissent également accrocher. Pour le plus grand bonheur des apprenants, je suis très heureuse de jouer le balafon car c'est un instrument que j'aime beaucoup. J'aime la sonorité, j'aime toucher le balafon. Tout le monde peut jouer au balafon, c'est quelque chose de normal. Les filles peuvent jouer au balafon. Il y a des filles présidentes, il y a des hommes présidents. Donc le balafon, les garçons comme les filles peuvent le jouer.
plus vieil instrument d'Afrique, utilisé dans la culture sénoufo pour accompagner la transmission des traditions, croyances et valeurs. Le balafon, également appelé bala ou balani, instrument de la famille des percussions, est classé depuis 2012 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et un balafon nous a rejoint, Pierre. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me replonge dans mes souvenirs d'enfance. Comment tu as découvert, toi, le balafon? Je me rappelle que bien sûr on avait des petits jouets miniatures à la maison. Ça faisait pas les mêmes sons que dans le reportage, mais c'est toujours un plaisir de l'entendre et de revoir ces instruments chers à notre culture. En tout cas, pour en parler, on va accueillir en plateau le professeur à l'ESMD, l'École supérieure de musique et de danse, monsieur Donatien Connet. Vous êtes également artiste. Merci d'être avec nous ce soir. On a envie de savoir aussi, vous, peut-être, comment est-ce que vous avez donc découvert cet instrument? Alors, je dirais que le balafon m'a découvert parce que c'est beau, c'est joliment dit. De retour des vacances, j'ai trouvé 2 balafons à la maison. Ils avaient été offerts à une communauté dont mon père était le président, une communauté religieuse. Et ils avaient une chorale, donc on leur a offert 2 balafons. Et moi, je m'amusais à prendre les balafons, à m'essayer en autodidacte, jusqu'à ce que je rencontre de vrais balafonistes qui m'ont coaché dans mes débuts. Ça se fait combien de temps après votre découverte de l'instrument, cet apprentissage? On va dire dans les 6 mois, 12 mois qui ont suivi la découverte de l'instrument. Aujourd'hui, donc le balafon, vous tentez en tout cas, vous, avec vos élèves aussi, de faire découvrir et apprécier aussi cet instrument à tous. En combien de temps est-ce qu'on peut apprendre à jouer le balafon? C'est une question qui revient beaucoup pour l'apprentissage de n'importe quel instrument. Cela dépend surtout de la motivation de l'apprenant. Donc, pour quelqu'un qui passe 30 minutes à 1 heure de temps avec son instrument par jour, pour le balafon en tout cas, à partir de 3 mois, il serait capable de jouer certaines musiques. Est-ce que c'est comme le piano, c'est-à-dire il y a aussi do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? Comment est-ce qu'on apprend? Avec le solfège? Oui, la musique est universelle. Donc sur le balafon, on retrouve des notes de musique. Et donc, on peut, si on connaît le solfège, on peut avoir une facilité d'abordage de l'instrument. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que c'est un instrument qui est assez exploité, valorisé dans ce qu'on produit localement comme musique, en dehors, bien sûr, de nos communautés villageoises, où on peut le retrouver plus souvent? Non, et pour ma part, c'est vraiment révoltant, parce que le balafon est le seul instrument mélodique et harmonique que possède la Côte d'Ivoire. Voilà. On a beaucoup d'autres instruments rythmiques, comme le djembé, les autres types de percussions, mais le balafon est le seul instrument mélodique traditionnel qu'on a. Et ne pas l'exploiter suffisamment, c'est vraiment comme du gaspillage de ressources qu'on aurait. Et donc, ce serait vraiment appréciable que les arrangeurs, que les compositeurs, les musiciens l'utilisent davantage dans leurs compositions, dans leurs arrangements. Justement, comment est-ce que vous voyez l'évolution aujourd'hui du balafon dans la société ivoirienne, dans la culture ivoirienne? Alors, je dirais qu'il évolue bien que je pense qu'il évolue assez lentement. Au départ, pour l'anecdote, à l'église, par exemple, on ne pouvait pas du tout avoir un balafon parce qu'on se disait, bon, c'est un instrument de fétiche et bon, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on a des balafons dans les églises. Aujourd'hui, même si c'est de façon synthétique, on entend aussi des notes de balafon dans certaines musiques. Aujourd'hui, le balafon, pratiquement tout le monde peut en jouer. Alors, on l'enseigne à l'école de musique, ce qui n'était pas le cas il y a, on va dire, 25 ans. Et qu'en pensent vos élèves qui découvrent le balafon? Est-ce que vous voyez un intérêt, des vocations aussi que cela suscite chez certains? Oui, absolument. On a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui se débrouillent très bien avec le balafon parce qu'au-delà de l'instrument de musique, c'est aussi un métier. Et le balafon, quand on sait bien en jouer, il sait nourrir son homme. Alors là, on a un instrument qui a, si je compte bien, on a un instrument qui a 8 lames. Oui. C'est ça? Alors,
Ça peut aller jusqu'à combien de lames un balafon? Alors pour le balafon traditionnel sénoufo, ça part de... On a des balafons de 12 lames, de 16 lames et de 20 lames. Voilà. Mais ça peut aller beaucoup plus loin quand on sort de la culture sénoufo. On peut avoir des balafons en fonction, bien entendu, du goût de l'acheteur. On peut avoir des balafons de 28. On a aujourd'hui des balafons chromatiques de 37 lames. Et j'ai le mien, qui est le plus grand balafon chromatique, qui en a 49. Donc à 49 lames, c'est plus en fonction du goût, c'est en fonction du talent, là. Oui. Comment est-ce qu'on peut promouvoir, soutenir et valoriser la pratique du balafon pour qu'elle soit davantage représentée et qu'on la retrouve davantage dans la musique, les tendances actuelles qu'on entend? Alors, vous avez déjà commencé à répondre à la question. Le balafon, c'est un instrument de musique qu'on dit traditionnel. Alors, toute pratique culturelle est liée à la société qui la détient. Et toute pratique culturelle est appelée à évoluer avec la société. Donc, le balafon est resté attaché à la culture sénoufo et attaché aux circonstances qu'on lui prête. Donc, des mariages, des funérailles, ce genre de choses. Donc, pour qu'il puisse se développer, il faudrait lui donner beaucoup plus de travail à faire. Voilà. Et comme le balafon, on le dit, parle la langue sénoufo, pour que tout le monde l'adopte, il faudrait qu'il soit capable de parler aussi toutes les autres langues. Et c'est là le rôle qu'on a assigné aujourd'hui au balafon chromatique, qui a la capacité à la fois de jouer les musiques traditionnelles et les musiques contemporaines. Et ainsi, tout le monde se sent à l'aise de pouvoir le pratiquer. Mais en tout cas, on sait que Mélina va venir prendre du cours de balafon Oui. et dans 3 mois, elle va nous délivrer une prestation de haute volée sur le plateau de NCI Reportage. Mais en attendant, on vous souhaite évidemment bonne chance dans ce parcours du balafon pour s'inscrire un peu plus dans la musique moderne ivoirienne. Merci d'être passé sur le plateau de NCI Reportage. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et ça y est, c'est la fin de ce numéro de NCI Reportage qui s'est fini un peu en musique. Hein. Oui, c'était très agréable. Hein. C'est 2 sujets qu'on a eus ce soir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire vous a proposé votre magazine NCI Reportage. Avec le groupe Portéo, bâtissons durablement l'Afrique de demain.